Dans l'actualité des idées aujourd'hui, y a-t-il un déni de reconnaissance des discriminations? Comment la jeunesse y répond? Par l'engagement, quels sont les mots et les formes de ce nouveau combat pour l'égalité? Alors que le gouvernement vient de lancer une plateforme pour lutter contre les discriminations, ils ont mené une enquête collective à 7 chercheurs pendant 4 ans, au cœur des quartiers populaires, de Roubaix à Los Angeles, en passant par Villepinte et le Blanc-Ménil, en passant aussi de la banlieue est de Londres jusqu'à Vaux-en-Velin, ici en France. Ils y racontent la discrimination comme une violence à la fois physique et symbolique, en France comme à l'étranger. Souvent banalisée, elle produit des effets durables dans les vies des personnes concernées et sur le collectif. Cette enquête, elle est publiée aux Presses universitaires de France, elle paraît demain et elle est intitulée « L'épreuve de la discrimination ». Dirigée par notre premier invité, le politiste Julien Talpin, chercheur au CNRS, bonjour. Bonjour. Et elle a contribué à cette enquête, elle fait partie des 7 chercheurs, la sociologue Marion Carrel, à distance, mais avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Lille et auteur précédemment, entre autres, de Faire participer les habitants, citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, paru aux éditions de l'ENS. Est-ce qu'il y a un déni français? Vous reprenez notamment dans cet ouvrage, Julien Talpin, Marion Carrel, les mots du sociologue Patrick Simon, les discriminations, cette idée qu'elles restent tranquilles, cachées derrière les grands discours de la laïcité. Y a-t-il un déni français? On va y retourner en avec 2 responsables politiques, Lionel Jospin en mars 2000 lors des Assises de la citoyenneté et Emmanuel Macron l'an dernier répondant aux questions des jeunes journalistes de Brut. Certains d'entre vous finissent par avoir le sentiment d'être rejetés et je suis bien d'accord. Le problème n'est pas d'être intégré, vous l'êtes, il est de ne pas être discriminé. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Donc le seul moyen de bouger, c'est de mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale. Ce ne sera plus aux plaignants d'apporter la preuve de la discrimination. Il reviendra désormais aux juges de l'apprécier d'après les pièces du dossier. Ce texte reprendra les propositions élaborées avec les partenaires sociaux sur la lutte contre les discriminations raciales. Et ce sera géré par l'État, le défenseur des droits et des associations compétentes en la matière, en particulier la LICRA. La loi permettra également de réprimer toute discrimination à l'encontre de lycéens ou d'étudiants recherchant des stages en entreprise, comme le Code pénal le prévoit d'ailleurs. On l'a qualifié dans la loi, il ne faut pas changer la loi là-dessus, il faut juste l'appliquer comme il se doit. Parce qu'on soit discriminé selon sa couleur de peau, selon son origine, qu'on soit attaqué parce qu'on a une religion ou autre, c'est déjà interdit par la loi. Donc, il faut simplement le faire appliquer. Ce qui prouve qu'il reste beaucoup à faire. Julien Talpin, on entend là 2 responsables politiques semblant avoir pris conscience quand même des discriminations et des stigmatisations à l'œuvre, et notamment dans les quartiers populaires, votre lieu, sujet d'étude aujourd'hui dans cette enquête collective. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé ? Alors, il y a quand même des choses qui ont changé. Effectivement, il y a eu la création de la HALDE, qui est devenue défenseur des droits. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont été mis en œuvre, souvent un peu à reculons quand même, à l'initiative et sous l'impulsion de l'Union européenne. Mais il y a aussi un sentiment, et la mise en parallèle de ces 2 discours de Lionel Jospin et Emmanuel Macron le montre, il y a un sentiment d'inertie et que le combat est en permanence à recommencer. Et également le sentiment quand bien même on n'est plus tout à fait dans le déni, l'énergie institutionnelle, politique qui est consacrée à lutter contre les discriminations demeure tout à fait minime au regard de l'ampleur et du drame démocratique, d'une certaine façon, que constituent les discriminations. Mais vous diriez que c'est un aveuglement ou est-ce que c'est plutôt une forme d'impuissance? C'est-à-dire que l'État, les pouvoirs publics ne savent pas ou ne sauraient pas vraiment comment y faire face? Le terme d'aveuglement me semblerait plus juste parce que d'une certaine façon, on sait comment faire face. Il y a un certain nombre de propositions qui sont dans le débat public depuis longtemps. Si on prend par exemple l'idée du récépissé d'identité en cas de contrôle d'identité, il y a des débats en ce moment. La défenseur des droits propose même d'expérimenter des zones sans contrôle d'identité, qui est aussi une idée qui circule. Il y a plein d'idées au fond pour lutter contre les discriminations. Ce qui manque quand même bien souvent, c'est un réel volontarisme politique de mettre l'énergie, des
moyens pour véritablement s'affronter à cette question-là, pour tout un ensemble de raisons qui est lié à l'histoire de notre pays. Et d'une certaine façon, on préfère s'attaquer au séparatisme plutôt que de lutter contre les discriminations, alors que peut-être, en luttant davantage contre les discriminations, il y aurait un peu moins de problèmes de repli sur soi dans les quartiers populaires, comme on a pu le constater dans notre enquête. Marion Carrel, vous avez vous aussi entendu ces deux extraits, à la fois les mots, les discours de Lionel Jospin et ceux d'Emmanuel Macron, 2000-2020. En 20 ans, pour vous, est-ce qu'il y a eu une évolution des discours et des politiques mises en œuvre pour tenter d'y répondre? Donc il y a des choses de fait. Là, il y a une annonce, une plateforme, un numéro de téléphone 3928 adossé à Défenseur des droits. Mais il est vrai qu'en 20 ans, on voit que peu de choses ont été faites réellement en termes de politique publique de lutte contre les discriminations. Et je pense qu'il y a 3 raisons qui peuvent être données. La première, c'est qu'il n'y a pas de mesure existante de ce phénomène de discrimination liée à l'origine. La discrimination liée à l'origine est une des 25 causes de discrimination qui est interdite par la loi. Or, en France, on s'est toujours interdit jusqu'ici à mesurer réellement cette discrimination. Et donc, pour le secteur de la politique de la ville que je connais bien, sur nos terrains, on a vu que ne serait-ce que commencer à imaginer dans des diagnostics de faire le point sur quelles sont les discriminations, où est-ce qu'il y en a, dans quelle institution, dans quelle démarche, c'est vu comme ouvrir une boîte de Pandore, c'est vu comme quelque chose de dangereux parce que derrière, si on commence à mesurer, eh bien, il va falloir donner des solutions et peut-être se mettre face à des recours. La deuxième raison, c'est que les associations sont peu puissantes, peu structurées. Il n'y a pas une parole très très forte collective dans les partis politiques, dans les associations sur ces questions de discrimination liées à l'origine. C'est pas le cas dans le monde du féminisme ou de la lutte contre le handicap, des discriminations liées au handicap ou à la pauvreté peut-être. Et donc on a des difficultés sur ce débat public à pouvoir avancer. Puis enfin, une troisième raison, c'est qu'on a toujours eu une approche plutôt assez moralisatrice de cette question. En fait, en gros, une réponse, c'est plutôt les jeunes des quartiers, par exemple, qui se comportent pas correctement. Donc la responsabilité revient un peu toujours sur les personnes discriminées plutôt que sur le discriminant qui est peu confronté. Donc c'est les 3 raisons qui ressortent et qui ressortent d'année en année, de décennie en décennie. Donc on n'est pas certain que cette plateforme suffise à régler tout ça. C'est quand même le dernier outil qui a été mis en place. Je reprends les mots de Patrick Simon. La lutte contre les discriminations n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pensez, la question semble un peu facile, Julien Talpin, mais que cette plateforme peut devenir l'un des ou le cheval de Troie attendu, au moins par ce qui s'y dira, à défaut de ce qu'on en fera? Bah, moi, ma position par rapport à cette plateforme est un peu nuancée dans le sens où on a quand même le sentiment d'une réinvention d'un dispositif qui existait déjà il y a 20 ans, le 114, qui avait été lancé justement par le gouvernement Jospin à l'époque précisément pour recueillir le témoignage de personnes discriminées. Et en même temps, il y a quand même un problème aujourd'hui d'accès aux droits dans la lutte contre les discriminations. Ça ressort quand même clairement de notre enquête dans différents quartiers, vous les avez cités. Le fait que la majorité de nos enquêtés en fait, ne connaissaient pas l'existence du défenseur des droits, ne connaissaient pas l'existence même de délégués locaux du défenseur des droits qui tiennent des permanences précisément pour recueillir la parole de ces victimes potentielles et engager des procédures. Et donc, il y a un immense travail au fond de médiation et d'accès aux droits à mener. La plateforme toute seule, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant parce que précisément, il faut que les gens fassent la démarche. Et nous, ce qui ressort beaucoup dans l'enquête, c'est quand même ce sentiment d'impuissance. Nous, les gens nous disent, ça ne servira à rien. De toute façon, les institutions n'y répondront pas, les plaintes n'aboutissent pas. Et donc, c'est briser ce sentiment d'impuissance d'une certaine façon qu'il faut aussi mettre en place, à mon avis. Et ça ne peut passer que par des sanctions peut-être plus systématiques et plus importantes quand la discrimination est démontrée. Oui, je vous voyais reconnaître ou saluer sur votre réseau social Twitter la décision de la Défenseure des droits, Julien Talpin, de mettre en place une série de propositions, mais notamment la fin des contrôles d'identité dans certaines zones. Là, c'est déjà quand même aussi un aveu, en tout cas, de se dire on va tester dans certaines zones l'arrêt des contrôles d'identité, qui est un des problèmes quand même aujourd'hui, et beaucoup de témoignages vont en ce sens. Alors effectivement, la démonstration du caractère discriminatoire des contrôles d'identité a été faite à de nombreuses reprises par des chercheurs comme Fabien Jobard, par le Défenseur des droits. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup bougé et les syndicats policiers sont montrés extrêmement efficaces d'une certaine façon pour éviter toute
cette expérimentation. La Défenseure des droits lance cette idée qui me semble intéressante, notamment parce que les recherches sur la police en particulier montrent le caractère très inefficace en fait des contrôles d'identité qui ne débouchent que très rarement en fait sur des enquêtes ou ne résolvent pas véritablement de problèmes. Et donc toute l'énergie et le temps de travail en fait qui est consacré par les fonctionnaires de police à ces contrôles d'identité qui sont souvent vécus comme discriminatoires par les gens qui sont contrôlés pourrait probablement être mieux alloué. Donc on peut imaginer que ce serait une bonne idée. Je ne suis pas sûr que cette idée aille jusqu'à son terme au regard déjà des réactions qu'elle a suscitées. Ouais. Comment rendre visibles les discriminations et surtout leurs effets? Ça, c'est le sens de votre enquête, de cette enquête collective que vous avez menée ensemble. Comment vous avez procédé? Peut-être un mot de la méthode avec vous, Julien Talpin, et puis après, on va revenir avec vous, Marion Carrel, sur les grandes tendances quand même. Et ce qui nous intéresse, ce qui semble propre à la France, parce que vous avez aussi joué de la comparaison avec différents terrains d'études, des États-Unis à l'Angleterre, jusqu'à la France, à différents endroits. Quelle a été la méthode? Alors, nous, l'enjeu pour nous, dans la mesure où il s'agit de questions qui sont quand même assez chaudes dans le débat public, c'était de contribuer à y refroidir par le terrain, en ayant une production empirique précise sur ces questions de discrimination. D'une certaine façon, notre parti pris méthodologique a été de dire on ne va pas aller rencontrer les habitants de ces quartiers pour faire des entretiens en partant de la question des discriminations, de risque de leur mettre les mots dans la bouche d'une certaine façon ou de les mettre mal à l'aise, et ce d'autant plus que souvent en fait, les gens qu'on a rencontrés nous disent leur lassitude en fait, d'être en permanence confrontés, renvoyés à leurs identités, à leurs origines. Et donc nous, on a mené des entretiens plutôt sur la vie quotidienne dans les quartiers populaires pour voir dans quelle mesure la question des discriminations surgissait. Et ce qui est quand même intéressant et un des résultats de notre enquête... C'est qu'elle revenait inlassablement. Absolument. En fait. Voilà, on a conduit donc 250 entretiens biographiques, comme on dit en sociologie, où ils nous retracent au fond leur trajectoire. Et donc on a un cinquième des enquêtés qui, spontanément, sans qu'on pose la question, sans que l'entretien ait été négocié sur ces questions-là, qui abordent une expérience discriminatoire qu'il a pu connaître au cours de sa vie. Et la très grande majorité, 93% de nos enquêtés précisément, font part d'au moins une expérience de discrimination dans le domaine de l'emploi, du rapport au service public, à l'école. Et donc, voilà, c'est quasiment tous les habitants des quartiers populaires ont connu, à un moment ou à un autre, une expérience discriminatoire qui l'a marqué et qui a affecté son parcours de vie. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques, est-ce qu'il y a des singularités françaises à vos yeux, Marion Carrel, de tous ces témoignages que vous avez pu recueillir et que vous avez entrecoupés, que vous avez croisés aussi? Alors, sur la quasi-totalité des personnes qu'on a rencontrées, ce qu'il faut dire, c'est que 93% des gens qu'on a vus ont connu au moins une expérience de discrimination, de stigmatisation au cours de leur vie. On leur faisait parler de leur parcours de vie à l'école, face à l'emploi, etc., dans leur travail. Et donc, alors que notre dispositif, comme Julien vient de le dire, consistait plutôt à ne pas rentrer par cette question, on y arrivait pour la majorité, pour la plus grande partie des personnes. Et pour vous répondre sur la comparaison, là, le livre parle beaucoup plus de la France que des trois terrains dans le monde anglo-saxon. Il est certain que dans le monde anglo-saxon, nos entretiens... parce qu'on a demandé aux personnes d'essayer de nous raconter comment ils voyaient leur expérience qu'ils avaient vécue. Donc souvent un choc, souvent quelque chose de très troublant, de très fort, comme 2 claques reçues dans la tête. Et on leur demandait comment ils imaginaient, comment ils comprenaient ce qui leur était arrivé. Ce qui est marquant à ce compte-là, c'est que c'est des processus qui prennent beaucoup de temps. Face au choc, c'est parfois toute une vie, un petit peu comme votre invitée d'hier, Rose-Marie Lagrave, qui retraçait tout son parcours. C'est pas tout de suite qu'on comprend ce qui se passe, c'est parfois en réfléchissant toute sa vie à un gros côté réflexif chez les personnes qui sont face à ces situations. Et donc, dans les pays anglo-saxons, les raisons qui sont données sont davantage des raisons politiques générales, de type ça vient d'une stigmatisation des musulmans, ça vient des institutions, ça vient des lois, ça vient de l'histoire, du racisme dans la police ou autre. En France, on l'a trouvé aussi, et d'ailleurs, on était assez étonnés de le trouver autant, c'est-à-dire que la moitié à peu près des personnes en France qu'on a rencontrées renvoient leurs expériences comme ça à des causes générales, institutionnelles, qu'on pourrait dire politiques.
et non pas à des causes individuelles du type c'est parce que les gens sont bêtes, ils sont intolérants, ou parce que c'est l'attitude de la victime, c'est mon attitude qui a généré ce comportement. Et donc, dans le monde anglo-saxon ou dans l'espace public, la question des discriminations liées à l'origine est légitime, où on les mesure. En Angleterre, au Canada, il y a des commissions, il y a des chercheurs, il y a des observatoires sur ces questions-là qui donnent des chiffres, et il y a des lois qui garantissent l'égalité, quoi. Et donc, dans cet univers d'espace public-là, bien sûr qu'en France, ce n'est pas le cas, et donc la perception de ce qui arrive est beaucoup moins thématisée en termes de discrimination ou d'inégalité liée à l'origine. Vous constatez quand même tous ensemble, à travers cette enquête, un déni de francité, à travers les témoignages que vous avez pu recueillir. Comment ça se traduit? De quoi il s'agit exactement, Julien Talpin? On reprend effectivement cette expression de Patrick Simon et Vincent Tibéri de déni de francité. C'est le sentiment, en fait, l'expérience répétée de la discrimination donne le sentiment aux individus de ne pas être des citoyens à part entière et d'être rejetés en dehors des frontières de la communauté nationale, alors que, quand bien même on a rencontré beaucoup de gens qui sont des descendants de l'immigration, mais de deuxième, troisième, quatrième génération, et dont la question ne devrait plus se poser. Et donc, voilà, ce sentiment d'être poussé en dehors des frontières de la communauté nationale, qui peut avoir des conséquences très concrètes, en fait, et notamment, on a rencontré notamment à Londres et à Montréal des gens qui ont quitté la France pour fuir le racisme, en fait. Et c'est, il nous semble, un phénomène qui n'est pas massif numériquement, mais qui devrait quand même nous interroger quand des gens qui sont nés en France, qui sont français comme vous et moi, sont à un moment, ont le sentiment que pour pouvoir mener une vie correcte, connaître une ascension sociale, avoir un métier satisfaisant au regard de leurs études, ils ont besoin de s'expatrier, quoi. Et ça, d'une certaine façon, on a le sentiment que les pouvoirs publics n'ont pas parfaitement pris la mesure, en fait, des conséquences subjectives et de la violence que constitue cette discrimination. Voilà, et ça peut aussi se traduire par une invective du type rentre dans ton pays, en fait, pour des gens qui vivent en France depuis 1, 2, voire 3 générations et qui ont grandi là. Effectivement, oui, c'est en permanence une forme de stigmatisation. Rentre dans ton pays, où toutes les formes de ce qu'on appelle les micro-agressions, au fond, d'une certaine façon, viennent constituent ce qu'on appelle des formes d'altérisation, au fond. C'est créer une distance, au fond, entre vous et moi, et ça, les gens le sentent dans leur chair. Si la discrimination constitue désormais une réalité dont l'ampleur est démontrée statistiquement, écrivez-vous en introduction de cette enquête, l'épreuve de la discrimination qui paraît demain au PUF, ce qu'elle fait au corps et aux âmes, la violence symbolique qu'elle constitue et ses incidences sociales et politiques demeurent insuffisamment investiguées, voire déniées par une société française qui refuse de regarder cette réalité en face. On va écouter à ce sujet le témoignage d'un policier strasbourgeois, victime, lui, du racisme de ses collègues. Eikel Rezghi-Rawaji a été confronté au racisme dès son arrivée à Strasbourg. Première périmade sur mon nom de famille en disant tiens, Rezghi-Rawaji, un nom bien français de chez nous. Petit à petit, c'est aggravé. Négro, bico, bougnoul. À un moment donné, j'ai mes genoux et mes mains qui commencent à trembler et là, je m'effondre. Donc j'ai été voir mon médecin. Il me dit que ce sont les signes du burn-out. 9 mois de dépression, de solitude. Le policier se dit au fond du trou, perd 15 kilos. Il décrit son malaise dans un rapport à sa direction. L'inspection générale de la police nationale est alors saisi. En mars, il apprend que l'affaire est finalement classée sans suite. Je suis quasiment en pleurs parce que je me dis, mais l'IGPN, pour moi, ça a toujours été une institution importante. C'est des gens qui vont être intègres. Et là, je perds pied total. Le brigadier reprend le travail en mai dernier et se tourne alors vers un syndicaliste d'Alliance Police. Lors d'une pause café, il l'enregistre à son insu. Celui-ci est sans détour. S'il veut se faire muter, il doit plaider l'inadaptation et non le racisme. Donc c'est d'accord qu'ils ont étouffé l'affaire? Et bien entendu, mais je savais que ça allait aboutir à ça. C'est pour ça que je voulais pas que tu le mentionnes au départ. La cause, on l'aurait mise au niveau de l'Alsace d'un point de vue géographique. Et c'est faux. On s'en fout. On aurait obtenu le gain de cause. Un extrait sonore que nous avons obtenu grâce à l'avocate du policier, maître Kautar Choukour, qui portera l'affaire en justice avec une priorité, la mutation à Toulouse de son client. Voilà, reportage France Culture, un témoignage révélateur du déni des institutions de la police aux syndicats, les corps intermédiaires, mais aussi de cette incapacité que vous racontez à travers cette enquête de ceux qui sont victimes de cette stigmatisation, de cette discrimination, de l'exprimer. C'est-à-dire pas d'oreilles tendues, pas d'oreilles qui les écoutent, mais aussi la difficulté peut-être pour eux de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Julien Talpin.
Effectivement, c'est-à-dire que les mots qu'on a pour pouvoir interpréter son expérience et lui donner sens dépendent aussi du contexte culturel dans lequel on évolue. Et donc la société française en particulier, et ça c'était très frappant en comparaison avec nos terrains étrangers, n'offre pas d'une certaine façon la grammaire culturelle qui permettrait aux gens d'interpréter ce qu'ils vivent, puisqu'en permanence on va leur dire non mais arrêtez de vous victimiser, ce que vous avancez, au fond ce n'est pas si important que cela. Et donc c'est toute la difficulté, ce processus d'enquête en fait qu'évoquait Marion Carrel à l'instant. On était aussi frappés dans notre travail de terrain de voir nos enquêtés essayer de démontrer en fait, d'apporter des preuves, de faire des autotestings parfois eux-mêmes. Moi j'ai des enquêtés à Roubaix par exemple qui envoyaient des CV en changeant leur nom de famille ou leur prénom, ou qui répondaient à des offres pour acheter une maison et des offres de prêt, pareil, en changeant leur nom de famille. Alors on voit à quel point ça suppose de dénier une partie de son identité pour accéder à certains biens. Et de développer presque des stratégies d'évitement, en fait, aussi, pour alors, se effectivement, protéger. c'est tout à fait, et c'est un des trucs sur lesquels on insiste dans le livre, c'est que les individus ne sont pas des victimes passives de ces mécanismes-là, et développe plein de tactiques en fait pour faire face à un niveau individuel. Alors ça peut être assez quand même dramatique, c'est-à-dire quand on est obligé de se défriser les cheveux, de se blanchir la peau, de changer son nom ou son prénom, des gens qui nous disent j'ai donné un prénom français à mon fils, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais en même temps je savais que c'était la condition pour laquelle il pouvait avoir un avenir qui serait meilleur que le mien. C'est très violent, mais voilà, les gens sont obligés de ruser pour pouvoir faire face aux discriminations et essayer de connaître une trajectoire d'ascension sociale à laquelle ils aspirent. C'est assez dur, et une des façons de réagir, alors, il y a toutes les dimensions individuelles, mais il y a aussi ces dimensions collectives qu'on investigue dans cette enquête, où on s'organise collectivement pour essayer de mettre à mal ces mécanismes. Voilà, alors, stratégie tactique de lutte ou alors exil. Vous évoquiez le cas de ceux comme Mourad qui sont partis vivre, qui ont quitté la France, qui sont partis au Canada, à Montréal. Il était d'origine algérienne, titulaire d'un doctorat en sociologie, et il a choisi de partir à cause du racisme. En tout cas, il a décidé comme tel. Et puis, il y a ceux qui font aussi de ces questions-là une question politique, une source d'engagement. On y vient avec vous. Marion Carrel et Julien Talpin, vous êtes nos invités jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de L'épreuve de la discrimination, une enquête dans les quartiers populaires, et c'est au PUF. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. À quoi ressemble cette nouvelle génération, Marion Carrel, de celle qui a choisi de reprendre peut-être ces motifs-là, de s'en emparer pour en faire un combat pour l'égalité, un engagement? Comment procède-t-elle pour repolitiser cette question? Parce que vous disiez en ouverture, Julien Talpin, que vous aviez choisi de refroidir à travers votre enquête cette question des discriminations. D'autres ont choisi au contraire de la réchauffer ou de la repolitiser. Marion Carrel. Eh bien, donc là, parmi tout ce qu'on a vu, il y a plein de stratégies et de réactions face à ces discriminations. On a pu parler tout à l'heure de tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, de la dépression pour certains. Et il y a effectivement tout un pan des personnes qu'on a vues qui s'opposent, qui s'engagent face aux discriminations. Alors, soit qu'ils le font sur un plan un peu individuel, c'est-à-dire qu'ils vont soit répondre en situation, soit aller porter plainte. Mais on a vu que c'était très très rare sur les quartiers où on est allé, et ça correspond à une enquête des défenseurs des droits qui avait montré que 88% des gens qui ont vécu des discriminations liées à l'origine ne portent pas plainte, ne saisissent aucune institution. Donc on a un vrai problème de non-recours aux droits en la matière. On a un autre champ qui est de l'ordre de l'infrapolitique, en fait. Ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les personnes sont quand même nombreuses à avoir conscience que leur situation, leurs expériences de discrimination sont liées à des problèmes structurels, sont liées à un fonctionnement de la société. C'est un peu des gens qui réfléchissent tellement à ce qui leur est arrivé, qui sont presque sociologues pour saisir tout ça, et qui adoptent plutôt des pratiques infrapolitiques du type
d'en discuter à plusieurs, en groupe, de peut-être avoir des débuts d'organisation collective, mais pas très visible, affirmer leur présence dans l'espace public, se rendre visible aussi dans des pratiques urbaines, artistiques, etc. Et puis enfin, il y a tout l'engagement collectif qu'on a vu, alors qui est un engagement forcément assez discret vu tout ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que cette question des discriminations ethno-raciales est pas légitime dans l'espace public français. Donc ces collectifs d'habitants, notamment de femmes qui s'organisent, ils vont un petit peu doucement sur ces questions et vont plutôt s'organiser autour de la question de rendre visibles les discriminations. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont autour de faire des festivals, organiser un documentaire ou des bandes dessinées pour donner à voir des situations problématiques et puis pour essayer de peser sur ce débat public et essayer de faire reconnaître cette question comme importante. C'est Vérité aussi pour Vérité à Damas, c'est Policité à Lyon. Ce sont des collectifs, des associations qui sont nées dans un contexte généralement particulier. Après une affaire, comme on dit, Julien Talpin, vous avez beaucoup travaillé, vous aussi, sur ces organisations locales, ces auto-organisations de la société civile. Ça, c'est inspiré, on se dit peut-être, du modèle anglo-saxon. C'est de plus en plus courant en France. Ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une histoire quand même de mobilisation et de lutte dans les quartiers populaires. Et voilà, on reprend cette expression, l'idée que les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. Et depuis les années 70-80, il y a des mobilisations, au moins depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Néanmoins, on assiste aujourd'hui, effectivement, et les manifestations de juin dernier autour de la question des violences policières le montrent, on a peut-être une visibilisation plus grande en fait, de ces questions qui accèdent enfin à une reconnaissance, au moins dans les médias et dans l'espace public, à défaut d'une reconnaissance institutionnelle véritable, alors que les générations précédentes, quand bien même elles s'organisaient déjà, ça restait quand même plutôt sous le radar. Néanmoins, ce qu'on voit quand même dans toute la difficulté et la comparaison avec nos terrains étrangers est intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en France, on est beaucoup, comme le disait Marion à l'instant, sur l'enjeu de rendre visibles ces discriminations pour les faire reconnaître, alors qu'aux États-Unis ou au Canada, par exemple, au fond, la reconnaissance des discriminations est faite et donc on peut passer sur des mobilisations plus offensives où on va interpeller les pouvoirs publics et essayer de faire bouger les politiques publiques. En France, on a souvent du mal, à quelques exceptions près, le comité Adama, d'une certaine façon que vous évoquiez, il parvient à aller jusque-là. Rendre visible, c'est aussi un sujet, et une question en débat dans le champ des idées et aussi à l'université avec un livre qui, tout en prétendant désamorcer cette question, le livre Race et sciences sociales de Gérard Noiriel et Stéphane Beau, a réactivé une controverse autour du concept de race. Vous l'écrivez dans le livre, la race ne préexiste pas au racisme, elle en est le résultat. Vous lui accordez, somme toute, une place quand même comme facteur discriminant important et en tout cas légitime et reconnu. Pour Stéphane Beau et Gérard Noiriel, ce concept de race, il est devenu un peu trop hégémonique aujourd'hui en sciences sociales, au détriment d'autres concepts, notamment celui de classe. On va écouter Gérard Noiriel, il était l'invité dès matin au début du mois. Est-ce que vous êtes en train de dire, Gérard Noiriel, que la question raciale, que la question de la race, elle peut être dissoute finalement dans la question sociale ? Non, ça c'est encore un faux débat. On nous a mis dans cette espèce de débat ou pour la race ou pour la classe. On montre dans ce livre que les choses sont beaucoup plus compliquées. Je veux dire, c'est comme tous ces termes, intersectionnalité, etc. Ça veut dire quoi, intersectionnalité ? Je ne sais pas. Officiellement... je comptais un peu sur vous. Oui. D'accord. Moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est donc que les partisans d'intersectionnalité considèrent qu'il faut combiner 3 types de critères: la race, le genre et la classe sociale. Bon. C'est-à-dire qu'il y a différents modes de domination. Voilà, et donc il faut articuler ces 3 types de critères. Bon, on voit des recherches qui ont utilisé ce concept et qui aboutissent à d'autres choses. Mais on ne peut pas faire la clé qui ouvrirait toutes les serrures. Ça n'existe pas dans notre milieu. Le chercheur, il va voir, en fonction de l'objet qu'il veut étudier, il doit mobiliser sa boîte à outils, il doit combiner les choses. C'est ce qu'on apprend, nous, à nos étudiants dès les premières années, vous voyez ? Donc c'est ça qu'on voudrait faire comprendre, parce que du coup, ça donne une vision de la société qui est peut-être plus complexe, mais qui éclaire aussi des choses qui sont
en général cachés ou maintenus à l'écart. Alors voilà, votre enquête, Julien Talpin, n'arrive pas ou n'a pas été pensée comme une réponse au livre de ces deux chercheurs, puisqu'elle a été bien sûr réalisée avant. Deux chercheurs, Gérard Noiriel et Stéphane Beau, qui sont particulièrement respectés aussi dans ce milieu. Néanmoins, si le débat est ancien dans le champ des sciences sociales françaises, est-ce qu'il n'est pas devenu aussi assez générationnel, Julien Talpin ? Effectivement, il y a quelque chose de générationnel qui se joue là-dedans. Moi, j'ai quand même l'espoir que l'enquête qu'on a conduite collectivement ici constitue d'une certaine façon la mise en œuvre de ce que Gérard Noiriel appelait de ses voeux à l'instant, justement, d'enquête empirique, sérieuse. Moi, j'ai pas du tout l'impression que les gens qui travaillent sur les questions raciales ou les discriminations en France invisibilisent les autres dimensions de la domination, le genre ou la classe sociale. Au contraire, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre enquête, c'est essayer de voir comment tout ça s'articule et fait des expériences relativement singulières. Néanmoins, voilà, on ne peut pas comprendre ce que vivent une partie des habitants des quartiers populaires aujourd'hui sans prendre en compte ce facteur racial. Et donc, c'est ce qui a longtemps été fait quand même en France par les sciences sociales. La génération, effectivement, de chercheurs précédentes a un peu invisibilisé cette question-là pour... certains chercheurs ont même parfois francisé des noms de descendants d'immigrés pour, au fond, mettre l'accent essentiellement sur la classe. D'un point de vue en tant que sociologue compréhensif, ça semble pas tout à fait conforme au canon de la méthode sociologique. Et donc, voilà, nous, ce qu'on dit, c'est pas la race. Ce qu'on dit, c'est regardons ce que vivent les gens et essayons de prendre en compte les différents éléments de leurs expériences. Et c'est peut-être ça, Marion Carrel, on terminera avec vous. Et sur ce point, cette ancienne école, aux yeux de votre nouvelle école aussi de sociologie, ne prendrait peut-être pas assez en compte dans sa réflexion la mesure des conséquences des discriminations, ce qui est cette question-là, les conséquences qui est au cœur de votre enquête. Oui, et j'aimerais juste citer une jeune fille à Villepinte parce que c'est dans les récits des personnes aussi. Nous, on a justement fait une enquête, on est allé voir 250 personnes, on leur a fait parler de leur vie et on est très attentif à la manière dont ils s'expriment et ils analysent et ils comprennent ce qui leur arrive. Et donc, Cynthia, une jeune fille de 19 ans, qui entremêle finalement classe, race et quartier. Elle explique qu'elle est allée en collège privé parce que sa mère, aide-soignante, se saigne pour qu'elle puisse réussir. Et elle est dans le vestiaire de sport avec sa classe en 6e. Les autres lui disent « tes parents font quoi ?» Elle avait tout le monde qui disait « mon père est avocat, chirurgien ». J'étais la seule qui disait « ma mère, elle est aide-soignante ». Il y a une élève qui m'a demandé « c'est quoi ?» Et j'expliquais « elle s'occupe des malades ». Comme une infirmière, je dis « non, elle les change, elle les lave, elle s'occupe d'eux ». Alors elle fait « ah », comme ça, dégoûtée. Je me suis sentie mal, très mal. J'avais l'impression que j'étais toute seule, en tout cas, dans ma classe. Et elle ajoute « j'ai toujours été la seule noire dans ma classe ». Et ce qui était très frappant dans l'entretien, c'est qu'elle entremêlait toujours plusieurs dimensions, comme ça. Elle parlait du quartier aussi, du fait que quand elle sortait de son quartier, elle était vue différemment. Elle sentait le regard des autres sur elle, qu'elle était de Villepinte et non pas de Paris. Et puis, elle explique aussi que dans la manière de s'engager dans Zonzon 93, l'association à Villepinte qui lutte contre les discriminations, ce qui l'a touchée, c'est Laetitia, une femme noire qui, comme elle, a... Merci Marion. Oui, en un mot, qui, comme elle? Oui, qui comme elle dit c'est une femme noire comme moi qui vient du même endroit, du même quartier et elle a réussi. C'est une grande dame, elle arrive à faire des choses. Donc il y a des modèles comme ça de femmes noires qui réussissent qui peuvent être inspirants aussi. Merci beaucoup Marion Carrel. L'épreuve de la discrimination. Merci à vous Julien Talpin. Votre ouvrage, votre enquête paraît aux Presses universitaires de France. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Jean Bulot et Oriane Delacroix pour la programmation, Henri Leblanc pour la coordination, Laura Dutèche-Pérez pour la préparation avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux et de Cathy Renaud. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau avec Clara Galivelle.